Alors bonjour tout le monde, retour des vidéos et nous allons donc parler maintenant des paralogismes. Alors les paralogismes, je comptais en parler justement pour expliquer une chose très importante dans le cours, c'est la question de l'erreur. Et dans les problèmes d'erreur, il y a une des premières choses, c'est les erreurs de raisonnement. Alors, dans les erreurs de raisonnement, on les appelle, en philosophie, en logique, on les appelle les paralogismes, tout simplement. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on travaille sur cette question-là avec des raisonnements très célèbres, des raisonnements très importants, qui vont permettre d'expliquer des erreurs. Il n'est pas seulement question de mal concevoir, de mal réfléchir, de mal comprendre des idées, il faut aussi bien réfléchir, bien démontrer, bien justifier. Et parfois, eh bien, on se trompe. Alors, point très important concernant le raisonnement, c'est que le raisonnement, même s'il est nécessaire pour éviter l'erreur, il n'est pas suffisant. Et cela pour deux raisons. Première raison, parce que même si le raisonnement peut être correct, il ne nous empêche pas d'en refuser la conclusion. C'est-à-dire, on peut accepter tout à fait les prémices et arriver à une conclusion, et cette conclusion, la refuser. D'accord ? Nous avons vu des syllogismes qui tenaient très bien, dont la conclusion nous semblait tout à fait inadéquate. Deuxième raison, parce que le raisonnement peut avoir toutes les apparences de la validité et nous pousser à accepter sa conclusion, mais en fait être inconsistant. C'est-à-dire on peut avoir un raisonnement très très bien fait, très très bien construit, et en fait nous tromper. La philosophie a pour exercice principal, justement, depuis le tout début de son histoire, d'examiner les arguments et de repérer ceux qui ne tiennent pas la route et qui incitent à tirer de mauvaises conclusions. C'est-à-dire, la philosophie, elle a un but, c'est de nous prémunir des paralogismes, prémunir, en quelque sorte, des escrocs du raisonnement, ceux qui veulent nous vendre en quelque sorte du rêve, d'accord ? Et elle cherche, du coup, par ailleurs, de meilleurs arguments à fournir à la place. En quelque sorte, la philosophie essaie de trouver des tests, si vous voulez, des tests de solidité argumentative. On y reviendra sûrement à la toute fin de l'année comme conclusion à ce que pourrait être la philosophie. Alors, du coup, ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir dans ce que l'on appelle des paralogismes. On appelle les raisonnements qui ne tiennent pas la route ou les raisonnements inconsistants des sophismes, des paralogismes. On distingue les deux. Nous ferons dans cette partie aucune distinction. Nous ne ferons pas attention à cette distinction, mais il faut savoir que nous devons distinguer les deux. Le paralogisme, il est commis de bonne foi. C'est une erreur logique. Alors que le sophisme, il est avancé avec l'intention de tromper. Je ne distingue pas complètement les deux. Je ne ferai pas attention à cette distinction pendant cette partie-là, pendant ce cours-là. Tout simplement parce que quelqu'un qui essaie de tromper et qui fait des sophismes, part du principe que l'autre personne devra commettre un paralogisme, puisqu'il ne voit pas l'erreur de logique qui est contenue dans le raisonnement. On peut distinguer dans les paralogismes formels et les paralogismes informels. Les paralogismes formels sont commis lorsque le raisonnement est invalide, et que la conclusion ne découle pas des prémices. Que la conclusion ne découle pas des prémices, on dit que c'est un argument qui ne suit pas. La conclusion ne suit pas. On dit que c'est un argument, c'est un non sequitur, on dit en latin. Les paralogismes informels reposent, eux, sur les propriétés du langage et des circonstances de l'énonciation de l'argument. Son contexte, les locuteurs et interlocuteurs, etc. On en a vu un exemple dans le texte de Locke que vous avez eu à traiter à la maison. L'argument d'autorité est un paralogisme informel puisqu'il repose sur le contexte d'énonciation et le fait de connaître des autorités concernant un sujet. Ça dépend de qui entend. Il y a quelqu'un qui est suffisamment crédule pour croire cet argument, etc. Commençons donc par les paralogismes formels.
Dans le cas d'un paralogisme formel, je rappelle, le raisonnement proposé ne garantit pas la préservation de la vérité des prémices à la conclusion. On dit à chaque fois, l'argument est invalide. Première cause de paralogisme, c'est l'inconsistance. C'est la catégorie classique extrêmement importante, mais qui n'est pas toujours facile à détecter, donc moi je vous en donnerai un exemple facile à détecter. Une argumentation valide ne peut contenir de contradiction, on dit alors qu'elle est consistante. L'inverse est donc que si on a une contradiction dans une argumentation, on peut alors dire qu'elle est invalide parce qu'elle est inconsistante. Par exemple, Narbonne est à 150 km de Toulouse et Bordeaux à 240 km de Toulouse, donc Toulouse est plus près de Bordeaux que de Narbonne. Ce raisonnement est tout à fait inconsistant, puisque, en l'occurrence, on devrait dire que Toulouse est plus près de Narbonne que de Bordeaux si la conclusion doit suivre les prémices. Deuxième cause de paralogisme informel, d'erreur logique, c'est ce qu'on appelle l'affirmation du conséquent. Si vous êtes policier, vous possédez une matraque, or vous possédez une matraque, donc vous êtes un policier. Cette erreur procède de ce qu'on appelle l'affirmation du conséquent. Si vous regardez cette phrase, elle est composée de deux éléments. La première phrase, la première partie de la phrase est ce que l'on appelle l'antécédent. La deuxième partie de la phrase est ce que l'on appelle le conséquent. Il y a erreur dans ce raisonnement dans la mesure où on affirme le conséquent. Et on en conclut l'affirmation de l'antécédent. Or, cet raisonnement est tout à fait faux. On voit que les prémices ne garantissent pas la conclusion. Il peut fort bien arriver que l'on possède une matraque sans être policier, et le fait d'être un policier n'épuise pas toutes les raisons pour lesquelles on peut posséder une matraque. Autre exemple très classique, s'il pleut, le trottoir est mouillé, donc il pleut. Même si les deux prémices sont vraies, la conclusion ne l'est pas nécessairement, on parle donc de non sequitur, ça ne suit pas. Alors la forme du paralogisme est très simple, c'est celle-ci, si P alors Q, or Q, donc P. S'il pleut, alors le sol est mouillé, or le sol est mouillé, donc il pleut. Ça ne tient pas. Cette forme-là de raisonnement ou d'argument est faux. Il faut faire très attention, vous verrez certainement dans des textes des formes de raisonnement de ce type-là. Il faudra être capable de les détecter et de les défaire. Exemple. Il est admis de tous les observateurs impartiaux et de tous les théoriciens crédibles que lorsque les structures de base d'une société sont équitables, les citoyens s'y conforment de bon gré. Le fait que les citoyens ne se rebellent pas constitue ainsi une preuve puissante et convaincante de la justice de nos institutions de base, et tous nos prétendus révolutionnaires feraient bien de la méditer. Argument assez classique que l'on retrouve dans certains régimes politiques, relativement conservateurs. On peut formuler cet argument plus simplement ainsi. Si les structures de base d'une société sont justes, les citoyens ne se rebellent pas. Or, les citoyens de notre société ne se rebellent pas, donc les structures de base de notre société sont justes. Ce raisonnement ne tient pas, c'est l'affirmation du conséquent, c'est très simple. Si on se trompe, ici, c'est parce qu'on confond ce raisonnement avec un autre raisonnement qui, lui, est tout à fait valide, c'est ce que l'on appelle le modus ponens. Le modus ponens a cette forme-là. Si P alors Q, or P, on affirme l'antécédent et non le conséquent, donc Q. Par exemple, si on reprend l'exemple de la justice des sociétés, si les structures de base d'une société sont justes, les citoyens ne se rebellent pas, même prémisse 1. Les structures de base de notre société sont justes, donc les citoyens de notre société ne se rebellent pas. Vous avez typiquement là, avec l'affirmation du conséquent, ce qu'on appelle une sorte de forme de raisonnement que l'on retrouvera quand on étudiera par exemple les lois causales ou les lois physiques en sciences. J'y reviendrai. Troisième cause de paralogisme formel, et dernière, c'est la négation de l'antécédent. Alors je vais aller vite, si vous avez compris comment fonctionnait le précédent, ça marche de la même manière, c'est l'autre erreur qui naît de cette forme-là, si P alors Q. Donc si je suis à Londres, je suis en Angleterre, je ne suis pas à Londres. Donc je ne suis pas en Angleterre, ça paraît très simple.
Ce paralogisme a évidemment cette forme-là. Si P alors Q, or non P, donc non Q. Évidemment, si je ne suis pas à Londres, c'est pas pour autant que je ne suis pas en Angleterre. Je pourrais être à Manchester, je pourrais être à Cambridge et être tout à fait, pas à Cambridge, à Oxford, et être tout à fait en Angleterre. La difficulté cette fois-ci, c'est qu'il ressemble à un argument là aussi tout à fait valide que l'on appelle le modus tollens. Si P alors Q, or non Q. Négation non de l'antécédent, mais du conséquent, donc non P. Si je suis à Londres, alors je suis en Angleterre, or je ne suis pas à Londres, donc je ne suis pas en Angleterre. Je ne suis pas à Londres. Si je ne suis pas à Londres, alors je suis en Angleterre, or je ne suis pas en Angleterre, donc je ne suis pas à Londres. Et ça, c'est imparable. On verra, cette forme est très importante, c'est ce qu'on appelle l'infirmation, et l'infirmation sous cette forme-là est imparable. Ok ? Passons maintenant au paralogisme informel, et en premier lieu, le faux dilemme. Faux dilemme très connu. Par exemple, où la médecine peut expliquer comment Madame X a été guérie, où il s'agit d'un miracle. La médecine ne peut pas expliquer comment elle a été guérie, il s'agit donc d'un miracle. Si on ne diminue pas les dépenses publiques, notre économie va s'écrouler. Vous avez un faux dilemme entre si on diminue les dépenses publiques, l'économie va aller mieux. Si on ne diminue pas les dépenses publiques, elle va s'écrouler. Évidemment qu'on ne veut pas que l'économie s'écroule, donc du coup on va diminuer les dépenses publiques. Si tu utilises beaucoup trop d'éclairage inutile dans ta maison, ça gaspille de l'énergie. Ne pourrais-tu pas faire un peu plus attention ? Réponse, qu'est-ce que tu voudrais que je m'éclaire avec des bougies ? Il vaut mieux, là il y a encore un dilemme, un faux dilemme, entre consommer beaucoup d'énergie à la maison et profiter de l'électricité ou s'éclairer à la bougie. Il y a bien un milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilemme en fait. On nous fait croire, on nous force à faire un choix entre deux choses, mais on essaie d'éliminer tout les degrés qu'il y a entre les deux. D'accord ? La France, tu l'aimes ou tu la quittes, très célèbre, d'un ancien président, Nicolas Sarkozy. L'univers n'ayant pas pu être créé du néant, il doit l'avoir été par une force vitale, intelligente. Alors un dilemme survient lorsque nous sommes devant une alternative, deux choix seulement s'offrent à nous. Nous sommes indécis, puisque nous n'avons pas plus de raison de choisir l'une plutôt que l'autre. Ça, c'est un dilemme. Un dilemme, ça peut exister. Il faut juste prouver qu'il existe un dilemme. Alors qu'un faux dilemme, ça survient lorsque nous nous laissons convaincre que nous devons choisir entre deux options seulement mutuellement exclusives, alors que c'est faux. Il y a d'autres choix possibles. En général, l'une des options est inacceptable, tandis que l'autre est celle que l'auteur du raisonnement veut nous voir adopter. Quiconque succombe à ce piège a donc fait un choix forcé. Alors la solution, c'est très simple, un faux dilemme, c'est s'assurer qu'il s'agit d'un vrai dilemme, s'il y a bien deux choix. Et ensuite, avant de conclure trop vite, il faut faire ça, et voir s'il y a bien entre A et Z une grande variété d'autres options, tout simplement. Nous verrons donc la prochaine fois la généralisation hâtive.